Bonjour à tous, jeudi 16 mai, il est 8h10. Alors qu'hier soir débattaient dans une quasi-indifférence les candidats à la présidence de la Commission européenne, à 10 jours des élections européennes qui vont élire les futurs députés, alors que l'abstention et les partis populistes sont annoncés comme étant les futurs gagnants de ce scrutin, et alors que la campagne en France n'arrive pas à sortir du cadre hexagonal, notre grand invité ce matin est un universitaire français spécialiste des relations internationales, un esprit européen convaincu, un homme de lettres et de culture qui vient de publier un appel à la jeunesse européenne intitulé « Leçons de lumière ». C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Dominique Moisy, bonjour. Bonjour. En 2009, votre géopolitique de l'émotion vous avait valu une certaine reconnaissance. Le livre était sous-titré « Comment les cultures de peur, d'humiliation et d'espoir façonnent le monde ». Nous en reparlerons. Vous revendiquez, Dominique Moisy, une triple identité européenne, française et juive, triple identité où la première semble l'emporter et dont vous aviez raconté la genèse dans un livre, Un juif improbable, c'était paru en 2011. Aujourd'hui, vous revenez donc avec ce tout petit livre, véritable plaidoyer pour l'Europe, Leçons de lumière, en référence aux leçons des ténèbres de Couperin, dont vous êtes un auditeur assidu. Un livre illustré par un tableau de Cocteau, intitulé « Nous croyons en l'Europe ». Alors Dominique Moisy, quand aujourd'hui vous regardez l'Europe, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Combatif, mais lucide. Il y a un divorce absolu entre le besoin d'Europe, qui n'a jamais été plus grand, et l'appétit d'Europe, qui n'a jamais été aussi faible. Vous écrivez, il ne s'agit pas de s'indigner, mais de se réveiller ? Oui, et le réveil est difficile. J'ai été présenté mon livre hier, dans une grande école, où j'avais présenté un autre livre que j'avais publié il y a 3 ans, qui s'appelait « La géopolitique des séries » ou « Le triomphe de la peur ». Il y avait 10 fois plus d'étudiants il y a 3 ans pour les séries télévisées que pour l'Europe. Et les étudiants, à la fin de la conférence, étaient beaucoup plus intéressés par la conclusion de la série Game of Thrones, qui allait l'emporter dans le royaume de Westeros, que par le résultat des élections européennes. Alors je me suis un peu indigné, et je leur ai dit, mais entre la fiction et la réalité, vous devriez choisir la réalité. Et un étudiant m'a dit, oui, mais la pièce est mauvaise, et les acteurs ne sont pas bons. Dominique Moisy, votre père était un des survivants de la Shoah, il a été déporté. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de l'Europe, de sa raison d'être, on en revient toujours à son drame initial, la Seconde Guerre mondiale et l'horreur de la solution finale ? Pas nécessairement, mais c'est mon histoire. Et je considère que j'ai un devoir de transmission, et que ce devoir de transmission est lié directement avec les urgences de l'Europe aujourd'hui. Rappeler le passé pour ne pas avoir à le revivre. Mettre l'accent sur le fait que ce qui est en jeu aujourd'hui, comme en 1945, c'est l'avenir de la paix et l'avenir de la liberté. Au fond, le narratif européen, au lendemain de la chute du mur de Berlin, a cherché à se recréer. C'est devenu l'auberge espagnole, le film de Klapisch. C'était le programme Erasmus. Et c'était très positif, très beau, mais l'Europe, ce n'est pas seulement la possibilité de boire une bière et de manger une pizza librement à Varsovie, à Riga ou ailleurs. C'est un enjeu géopolitique, c'est un enjeu éthique, c'est un enjeu politique. Mais justement, ces jeunes que vous avez rencontrés hier soir, ils sont nés après la chute du mur de Berlin. Les survivants de la Seconde Guerre mondiale sont peut-être leurs arrière-grands-parents. Le goût de la liberté n'a peut-être plus pour eux la même saveur. Et sur cette question, vous avez une jolie expression dans votre livre. Vous avez parlé de pédagogie de la liberté. Comment on la met en œuvre, cette pédagogie de la liberté ? C'est très difficile parce que, en réalité, la liberté, vous ne la percevez vraiment que lorsque vous ne l'avez plus.
Et comment expliquer à des jeunes qui ont toujours vécu dans la liberté ce que pouvaient être vos impressions physiques fortes quand vous traversiez Checkpoint Charlie entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. On est dans un film pour eux. Oui, ça n'a pas de réalité. Et comment transmettre l'impression que vous pouviez avoir en prenant un avion, en allant à Bucarest, 2 heures de vol, en 1981. Vous avez le sentiment d'avoir traversé la cordillère des Andes. L'air s'est raréfié, la lumière a disparu. Vous êtes dans le despotisme sombre et pas éclairé. Mais comment transmettre ce message à des jeunes qui prennent EasyJet facilement, qui n'ont pas besoin de montrer un passeport, qui sont dans un espace Schengen et qui ne comprennent plus qu'on leur parle de liberté et de paix avec émotion. Pour vous, c'est cet oubli du goût de la liberté qui a permis la montée des populismes dans l'Europe d'aujourd'hui ? Ça a joué un rôle, mais c'est aussi l'échec de la démocratie classique. C'est la trahison des clercs, aurait dit Julien Binda. On n'est pas arrivé là par accident. Et ma génération, et même celle qui a suivi, ont une lourde responsabilité dans la montée des populismes. Il y a le dysfonctionnement de la politique, il y a le manque d'incarnation. À Bruxelles, les gouvernements nationaux, à Londres, à Paris, à Rome, à Berlin, ont choisi des représentants pour l'Europe en fonction de leurs limites et pas en fonction de leurs mérites. On a pris souvent les plus médiocres parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas être des rivaux pour les capitales nationales. En fait, nos dirigeants n'ont jamais cru eux-mêmes à l'Europe, c'est ça ? Ils croyaient à l'Europe, mais ils ne voulaient pas que l'Europe soit un obstacle pour eux. Et donc on est arrivé à cette désincarnation de l'Europe dont nous payons le prix aujourd'hui. La pièce est mauvaise et les acteurs ne sont pas excitants. Désincarnation et aussi division. Nous sommes aujourd'hui dans une Europe qui est plus divisée que jamais. Oui, c'est surtout que les problèmes auxquels elle doit faire face sont d'une autre nature. Pendant 70 ans, nous avons été protégés par les États-Unis. C'était l'ami américain. C'était l'ami américain. Parfois, c'était une amitié un peu lourde. Parfois, on se fâchait. Mais l'Amérique était là. Or, elle n'est plus là. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine. Aujourd'hui, nous sommes en première ligne. Si l'Europe ne devient pas adulte, elle figurera au menu des grands. Elle ne sera plus à la table des grands. Alors, dans les grands, aujourd'hui, il y avait les États-Unis, vous venez d'en parler. Il y a toujours les États-Unis, mais des États-Unis qui se désintéressent de l'Europe. Et puis, il y a la Chine. Incontestablement. Et ça, vous nous dites, c'est un adversaire intéressant, parce que pour s'opposer à la Chine, il faut donner le meilleur de soi. Oui, je pense que dis-moi qui te menace, je te dirai qui tu es. Et en termes de perception de la menace, la Chine est un rival, un compétiteur qui devrait nous obliger à sortir le meilleur de nous-mêmes, l'excellence. Et ce n'est pas toujours le choix que nous faisons. Aujourd'hui, plus que jamais, vous croyez en Europe, comme le dit le tableau de couverture de votre livre de Cocteau. L'Union européenne, c'est vraiment la chance pour l'avenir des Européens ? Mais je crois que dans la démographie qui est la nôtre, il n'y a pas d'alternative à l'Union. En 1950, le continent européen était 4 fois plus peuplé que le continent africain. En 2050, le continent africain sera 4 fois plus peuplé que le continent européen. Il y a eu une révolution. Et la démographie, ça compte. Angela Merkel disait aux Allemands, « Vous êtes la première puissance économique européenne. »
pouvez être fiers de cela. Mais soyez sans illusion, vous représentez 1/100 à peine de l'humanité. Vous n'êtes rien sans l'Union européenne. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de rappeler. Et l'Europe, c'est aussi la garantie qu'on ne va pas revenir dans les erreurs commises par le passé. On parle aujourd'hui d'union des nationalismes, mais 27 nationalismes qui se font face, ça n'est pas une garantie d'unité, c'est une certitude de division, et de division querelleuse qui peut amener à des catastrophes. Cette menace des nationalistes, vous y croyez? Elle vous fait peur? Très certainement. Très certainement. Je la vis, je vois le retour de ce qui était tabou hier. Je reçois des lettres d'injures quand je montre le lien qui peut exister entre populisme et antisémitisme. J'ai des lettres de gilets jaunes qui auraient pu être écrites à la fin des années 30. Face à cela, l'Europe peut faire encore la différence à condition qu'elle se retrouve et qu'elle retrouve ses valeurs, et vous en appelez à l'esprit des Lumières? Oui, à la raison. Ma démarche n'est pas originale. À la fin des années 30, face à la montée du nazisme, du fascisme, des populismes plus globalement, toute une génération d'historiens ont redécouvert les Lumières comme une forme de protection. Mais je crois que l'Europe, c'est les Lumières, mais c'est aussi les valeurs chrétiennes d'ouverture, de tolérance, de respect de l'autre. L'Europe, elle a été faite par des chrétiens profondément convaincus qui, au lendemain des catastrophes de la Deuxième Guerre mondiale, étaient animés pour les uns par un esprit de repentance, pour tous par une volonté de réconciliation. Et le problème aujourd'hui, c'est que les valeurs qui ont fondé l'Europe hier ne paraissent plus adaptées aux défis auxquels l'Europe fait face aujourd'hui. L'Europe était tournée sur elle-même. Comment peut-on se reconstruire? Comment peut-on se réparer? Aujourd'hui, c'est comment fait-on face aux défis de la planète? Très certainement le réchauffement climatique, très certainement la lutte pour le maintien de la biodiversité, très certainement une volonté de protéger les Européens. Et pour ces défis-là, l'Europe a en elle les valeurs, les ressorts nécessaires pour les affronter? Je ne suis pas sûr qu'elle ait aujourd'hui en elle les ressorts nécessaires. Mais il n'y a pas d'alternative à l'Europe pour répondre à ces défis. Ce n'est pas en construisant 27 murs que l'on se protège du réchauffement climatique. Ce n'est pas en dénonçant l'autre que l'on va lutter pour la biodiversité. Nous sommes ensemble, tous, et il y a une dimension régionale pour un petit continent faiblement peuplé comme le nôtre. Vous écrivez, nous avons besoin de retrouver confiance en nous, nous avons besoin de courage et nous avons besoin aussi de solidarité. Oui, la solidarité est une valeur chrétienne, c'est une valeur judéo-chrétienne, c'est une valeur fondamentale. Je crois que la question des migrants, des réfugiés, a montré à quel point nous étions prisonniers de nos égoïsmes. Mais le problème, c'est que les peuples ne croient plus en leurs élites. Et les élites n'ont pas su trouver le langage, la pédagogie de la responsabilité, de la solidarité, de la responsabilité. Et quand je vois la campagne pour les élections européennes, je ne suis pas conforté, je suis renforcé dans mes inquiétudes. C'est une occasion perdue. C'est une occasion perdue, c'est terminé? C'est pas terminé, mais c'est très très mal parti. D'où pourrait venir l'espoir pour vous? Du fait que au dernier moment, les Européens ont un sursaut. Alors, le sursaut ne se produira pas au sens où on ira voter, mais à un moment donné, il y aura peut-être un sentiment de responsabilité et on votera pour des partis animés par des valeurs de responsabilité et d'ouverture qui ont le sentiment que
on ne joue pas impunément avec l'histoire et que l'ignorer, la mépriser, c'est se retrouver face à elle. En fait, il n'est pas pensable que des générations doivent réapprendre seules ce qui est évident. Dominique Moisy, votre livre est très court et en même temps est imprégné de références littéraires, philosophiques, musicales, artistiques. La culture devrait être le ciment de l'Europe. Enfin, est-elle le ciment de l'Europe? On l'a peut-être oublié. Oui, mais le livre est très court parce que au départ, c'était un discours. C'est un discours pour la réception du prix Spinoza qui m'a été conféré l'année dernière. Et puis, mon éditeur et les auditeurs de ce discours m'ont dit, mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu dois le transformer en un appel à la jeunesse européenne. Alors, j'ai écouté cet appel. Et voilà. Et voilà, et ça donne Leçon de lumière. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Dominique Moisy, d'avoir été notre grand invité ce matin.